Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce webinaire sur la dentisterie biomimétique. Le sujet d'aujourd'hui va porter essentiellement sur le scellement dit adhésif des facettes en céramique. On ne parlera pas d'autres types de facettes et j'aimerais insister plutôt sur l'aspect clinique des choses, même si nous verrons aussi quelques études qui permettent de justifier un tout petit peu nos attitudes. Dès l'instant que l'on parle de facettes en céramique, eh bien, il faut obligatoirement rendre hommage et remercier grandement nos techniciens qui travaillent pour nous. Et les cas que vous allez voir dans cette présentation ont été réalisés par Samuel Schwab, Bernard Leinweiter, Grégoire Martin et aussi et surtout par Jem Piskin, qui est céramiste à Lausanne et avec lesquels j'ai le grand plaisir de pouvoir travailler. Et il faut dire qu'une grande partie du succès et du résultat de nos facettes en céramique est entre leurs mains. Ce qui est entre nos mains, c'est justement la préparation et surtout le scellement adhésif. Et c'est ce dont on va parler, c'est pourquoi il est intéressant peut-être d'en discuter ensemble. Alors Jem fait partie de ce groupe Bioemulation que vous connaissez peut-être, qui est un groupe de dentistes, de techniciens, de chercheurs qui cherchent à promouvoir la dentisterie biomimétique. Et je vous parle de ce groupe tout simplement parce que cette présentation est une présentation de groupe. Ça n'est pas ma présentation. La plupart des cas faits ici ont été faits par moi, mais j'ai été aidé dans cette présentation par de nombreux membres de ce groupe pour vous donner le plus d'informations possible et c'est très intéressant à noter. Avant de commencer, j'aimerais aussi vous donner quelques informations sur ce qui se situe sous la surface de cette présentation afin que tout soit clair. La présentation d'aujourd'hui a été sponsorisée par GC Europe et je les en remercie chaudement et j'aime toujours avoir une collaboration très fructueuse avec eux. Dans le passé, j'ai été rémunéré pour d'autres présentations par différentes compagnies, mais d'une façon générale, eh bien, je n'ai pas d'intérêts commerciaux qui me lient à l'une ou l'autre des compagnies. Donc, je me sens tout à fait libre de vous parler de différentes productions et pas seulement celles de telle ou telle compagnie. Ce qui va vous intéresser plus, c'est que la plupart des cas qui sont présentés ici aujourd'hui, ce sont des cas que vous avez dans vos propres cabinets. Ce ne sont pas des cas pour lesquels j'ai réservé l'après-midi entière pour faire 12 000 photographies et choisir les 4 meilleures pour présenter un cas. Ce sont des patients normaux qui sont soignés dans le cadre d'une pratique généraliste dans un cabinet privé et ce sont tous des patients qui payent leurs honoraires, ce qui est très important parce que je pense que les vôtres payent aussi, j'espère que les vôtres payent aussi leurs honoraires. Et j'ai simplement pris le patient, installé pour une durée normale, les appareils photos sont à disposition, on fait le traitement, on prend des photos et à la fin on montre ce qu'on a fait. Bien évidemment, on masque toutes les mauvaises photos, mais bon. Concernant les photos, il est très important que vous sachiez que ces photos ne sont pas ou très faiblement modifiées digitalement. Bien évidemment, on essaie d'harmoniser un tout petit peu les spectres pour vous donner quelque chose de joli à regarder. Elles sont redressées, elles sont coupées, mais il n'y a pas de transformation de la photographie et c'est important pour vous de le savoir. Enfin, la plupart des cas que vous verrez ici ont été réalisés par mes soins et lorsque j'utilise du matériel de mes camarades, par exemple du groupe ou d'autres, eh bien, chacun sera crédité pour ses efforts. La seule chose qui nous intéresse de savoir finalement, lorsque l'on fait des facettes en céramique, qui ne sont quand même pas le traitement le plus facile à réaliser, c'est est-ce que ces restaurations sont finalement sûres ? On a tous en tête, et il faut être un tout petit peu honnête avec ça, que les facettes en céramique sont des traitements compliqués, c'est difficile, ça va casser. Et c'est d'ailleurs sans doute une des premières questions que nous posent les patients. Ils ne sont pas complètement dingues, ils ont tous eu des faux ongles ou des choses dans le genre. Donc ils savent très bien que les machins qui sont juste collés, ça peut se décoller. Et c'est généralement une question qu'on se pose, patient et dentiste. Principalement si on compare les facettes à l'encastrement géométrique que l'on obtient habituellement avec les couronnes et on est peut-être plus habitué aux couronnes. Donc on a ce sentiment de sécurité avec la couronne que l'on n'a peut-être pas avec les facettes. Tout est dans le lien qui va unir la facette au support. Donc tout est dans ce scellement adhésif, ce collage de la facette sur son support et c'est notre sujet du jour. Si l'on veut évaluer un tout petit peu ce que la littérature nous dit à ce sujet, je ne suis pas un spécialiste de la littérature, mais j'ai la chance d'avoir des amis qui le sont et j'ai demandé en particulier à Marco Gresnik, qui fait partie du groupe et qui a fait son PhD sur le sujet, de me donner quelques informations là-dessus. Et quand on regarde un certain nombre d'études, qui sont nombreuses, ce ne sont que quelques-unes d'entre elles, eh bien, vous voyez que les pourcentages sont finalement relativement hauts et très rassurants.
mais ce sont des études qui sont faites dans les universités pour la plupart. Il y en a une qui se démarque au sein de ce panel et qui a été faite par des Anglais et qui vous dit qu'on n'a pas 5, 10, 15% de problèmes après 15 ou 20 ans, ce qui est extraordinairement bien, mais on a une chance sur deux d'avoir un problème après 10 ans. Et ça, c'est quand même un tout petit peu problématique. L'avantage de cette étude, c'est qu'elle n'a pas été faite dans une université, donc elle n'est pas véritablement randomisée. Elle est faite au sein du système de santé britannique, donc différents praticiens avec des niveaux tout à fait différents, des patients complètement différents, et qui vous montre bien que dès l'instant qu'on sort un tout petit peu d'une pratique qui est parfaitement codifiée, eh bien, les échecs ont tendance à flamber pour arriver à des taux de 50% qui sont totalement inacceptables et catastrophiques. Ce qui veut dire que pour ces scellements adhésifs, pour ces traitements de facettes en céramique, eh bien, le facteur humain, le facteur opérateur est au centre des débats. Et pour essayer de minimiser ou d'éliminer un tout petit peu ce que nous induisons nous-mêmes avec nos faiblesses, il faut essayer de se raccorder à une procédure qui soit la plus répétitive et la plus précise possible. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Alors pour ça, on va aborder les choses d'une façon, je dirais, totalement paysanne et basique. De quoi a-t-on besoin pour rencontrer la sécurité plutôt que les problèmes? Donc, quels sont les impératifs? Quel est le cadre? Et puis, pratiquement parlant, eh bien, comment je fais demain matin? Je dois coller les facettes. Qu'est-ce que je fais? Et c'est ce qu'on va essayer de détailler point par point. Alors, de quoi a-t-on besoin? La première chose, on a bien compris qu'effectivement, il n'y avait pas de géométrie. À partir du moment où il n'y a pas de géométrie, si ce n'est pas collé, ça tombe. Donc, il faut effectivement que ça colle très bien. Et on va voir comment on peut promouvoir un tout petit peu ça. Comme ces restaurations s'intéressent aux dents de devant, tout à fait devant, et que généralement les patients qui font ces restaurations le font avec un désir esthétique relativement important, eh bien, le scellement en lui-même, le collage en lui-même doit être esthétique. Comment avoir ce résultat? Nous allons le voir aussi ensemble. Et comme globalement, c'est le troisième point, la procédure est généralement assez compliquée par elle-même, eh bien, si on peut se faciliter un tout petit peu la vie avec certains protocoles ou certaines colles plutôt que d'autres, comment les choisir? Et on abordera aussi ce point. Et puis finalement, eh bien, alors que nous aurons bien transpiré à réaliser ces facettes, eh bien, on a envie que cette transpiration soit payante et de ne pas avoir à refaire le traitement demain matin. Donc, on a envie que tout ceci dure longtemps. Comment faire dans le choix des colles et dans la manipulation des colles pour avoir le maximum de longévité et de sécurité? Alors, si on s'intéresse déjà à la façon de promouvoir un tout petit peu l'adhésion à la surface de ces dents-là, voyons les deux côtés. Les deux côtés de ce que l'on a à traiter. D'un côté, vous avez les dents et de l'autre côté, vous avez la céramique. Alors, sur les dents, comment promouvoir l'adhésion? La première chose, elle n'est pas vraiment liée à la technique adhésive elle-même, mais elle est liée à la préparation. Donc, ce n'est pas l'étape 2, je colle la facette, c'est l'étape 1, je prépare la facette. Et pour préparer la dent à recevoir une facette, eh bien, nous avons intérêt à tailler le moins possible et à rester à l'intérieur de l'émail. Alors ça paraît très facile à dire, on se dit bon, c'est juste une petite trace, ça va être vite fait. En réalité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de tailler très très peu et de manière très régulière parce qu'on est tous habitués à utiliser ces grosses fraises et à tourner autour des dents et à faire une préparation périphérique. Ça prend 1 minute pour faire une préparation périphérique correcte, ça prend peut-être 20 minutes pour faire une préparation de facettes. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut s'appliquer et véritablement s'investir grandement pour préserver l'émail, pour avoir une meilleure adhésion, parce que l'adhésion est incroyable sur l'émail, elle est un petit peu plus compliquée sur la dentine. La deuxième chose que l'on va essayer de promouvoir, c'est lorsque vous taillez, si jamais on arrive dans la dentine, parce que, ma foi, je n'ai pas fait attention, parce que le cas impose d'aller tailler un peu plus et d'aller dans la dentine, parce que je suis en train de refaire un cas qui est déjà taillé dans la dentine, donc là, il n'y a pas de choix, vous êtes dans la dentine. Alors, ça ne sert à rien de se lamenter sur « j'ai pas préservé l'émail ». Comment faire pour promouvoir l'adhésion alors que la dentine est exposée? Eh bien, un très bon moyen de le faire et qui a été développé depuis longtemps, depuis le début des années 90, des auteurs comme Pachli, les équipes suisses de Dietschi, Mein ou les équipes allemandes de Paul ou de Scherer ont montré que ce qu'on appelle le scellement dentinaire immédiat, Immediate Dentin Sealing ou IDS, eh bien, est une technique qui consiste à immédiatement appliquer sur la dentine une couche de bonding, comme si vous faisiez un composite direct,
Et ceci va non seulement protéger la pulpe, etc., donc vous avez un intérêt biologique, mais vous avez aussi une augmentation de la force d'adhésion finale. Donc si la dentine est exposée, couvrir le jour de la préparation la dentine avec Edge Prime Bond, comme on le fait pour un composite classique. Ça, c'est pour ce qui concerne la dent. De l'autre côté, maintenant, côté céramique, comment améliorer un tout petit peu ça? Alors la céramique, là aussi, il va falloir la traiter, si vous voulez, pour promouvoir l'adhésion. Comment est-ce qu'on peut la traiter? Et j'aimerais vous faire partager cette étude de Lucas Naves. Lucas Naves est un membre du groupe Bioemulation aussi. C'est un jeune et brillant professeur brésilien. Et en 2010, avec son équipe, il a fait cette étude sur les différentes façons de conditionner la surface de la céramique, en particulier de la céramique vitreuse, le disilicate de lithium, l'IMAX, pour ne citer que la plus connue. Alors, ils ont pris de l'acide fluorhydrique et puis ils ont appliqué l'acide pour 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Ils ont mis ensuite du silane, voire du silane plus une petite couche de résine et puis ils ont simplement mesuré la force d'adhésion pour essayer de déterminer quelle était la meilleure façon de traiter les intrados. Et la conclusion est qu'il y a un temps très précis, il y a un temps idéal de traitement des intrados qui est pour le disilicate aux alentours de 20 secondes. Et le fait de etcher davantage n'apporte rien. Pire, ça vous détruit un peu plus la surface, ça initie peut-être même des fissures et des choses qui peuvent fragiliser la céramique elle-même, et ça n'améliore pas du tout la qualité du collage. Et la qualité du collage était même encore améliorée si après le traitement, donc codifié à 20 secondes par exemple dans le cas de leur étude sur le disilicate de lithium, eh bien, les irrégularités qui étaient produites, jugées idéales, étaient comblées par une petite couche de résine hydrophobe, c'est-à-dire une couche de bonding, celle que vous avez dans le flacon numéro 2 de votre système adhésif. Et ce bonding, en allant boucher les différentes irrégularités, améliore encore une fois la qualité du collage, on le comprend assez intuitivement parce que l'imbrication va être meilleure, mais aussi parce que tous ces petits défauts de surface que l'on a créés à l'intérieur de la céramique avec l'etching, tous ces petits défauts qui sont souvent le point de départ des fissures et des problèmes, sont comblés comme tués dans l'œuf, si vous voulez, par cette couche de résine. Donc, préparer la surface avec une durée tout à fait codifiée en fonction de chaque marque de céramique selon les recommandations du fabricant, traiter la surface avec un silane pour promouvoir l'adhésion et recouvrir cette surface traitée par une couche de composite non chargé afin qu'il aille dans toutes les irrégularités. Le deuxième point qui est intéressant à visiter ensemble, c'est comment faire en sorte que le résultat, puisque c'est crucial pour ces restaurations, soit joli. Alors, une première question serait de considérer, voilà, j'ai deux dents dont la couleur de départ est extrêmement différente, une est foncée, une autre est claire. Est-ce que je peux utiliser des ciments spéciaux, le ciment A sur la dent foncée, le ciment B sur la dent claire, pour compenser un tout petit peu cette différence de couleur du substrat dentaire? Alors, à mon avis, je ne suis pas sûr que ce soit au niveau du choix du ciment, du choix de la colle que ça se joue. Au moment de la préparation, une première façon d'éviter les problèmes est de s'affranchir de cette couleur foncée, et là encore, de ne pas tailler trop. Plus on taille profond, plus on élimine des mailles, plus on se rapproche de la dentine et c'est la dentine qui est colorée. Donc il faut essayer de rester un tout petit peu en deçà de la dentine et de rester dans l'épaisseur de l'émail. Si de la dentine est exposée, comme c'est le cas ici au niveau du bord libre, IDS, Immediate Dentine Sealing, vous couvrez immédiatement pour promouvoir l'adhésion, c'est ce qu'on a vu. Et plus qu'important, votre technicien, votre prothésiste, votre céramiste a à savoir, à connaître la couleur exacte du support. Il faut donc obligatoirement prendre une photographie avec un teintier de référence pour lui dire, voilà, il y en a une qui est foncée, c'est la couleur machin, et l'autre, elle est claire, c'est la couleur truc. Et à partir de ce moment-là, lui va dans la céramique, et c'est véritablement comme ça, dans l'épaisseur de la céramique, pouvoir introduire un peu plus d'opaque à droite qu'à gauche pour pouvoir masquer cette chose-là. Et vous, au moment où vous allez sceller, eh bien, vous ne vous occuperez absolument pas avec votre ciment en essayant de bricoler et de bidouiller avec les couleurs de ciment pour compenser ces couleurs. C'est dans la céramique que ça se passe, pas dans le collage. Et voici ce que vous avez au final avec quelque chose qui est relativement similaire, pour peu, et c'est ce que nous dit la littérature, que l'épaisseur soit au moins d'un demi-millimètre. Personnellement, j'aurais tendance à vous recommander peut-être 0,7 mm, donc entre 1,5 et 1 mm d'épaisseur pour être sûr, mais ça dépend aussi
ayez une discussion avec le technicien pour lui demander un peu en fonction de sa céramique, de ses préférences, à partir de quelle épaisseur il est en sécurité pour couvrir un tout petit peu ces différences. Mais je ne pense pas qu'en dessous de 0,7 mm, d'après ce qu'ont pu me dire les céramistes, il soit possible de couvrir à 100% des substrats qui soient foncés. Donc, une certaine épaisseur finale pour la facette. Et vous, quand vous collez, même couleur de ciment. Donc là, on ne s'amuse pas à jouer un petit peu au hasard avec des couleurs qui ne sont absolument pas prédictives pour vous dire à la fin « Oups, ah non, en fait, ce n'était pas la bonne couleur. » Ah oui, mais c'est trop tard. Prenez exactement le même ciment et laissez la tâche au céramiste en lui ayant donné les bonnes informations au départ. Et à la fin, eh bien, même si vous utilisez une céramique qui aura été mixée différemment, des restaurations directes sur les latérales, indirectes sur les centrales, vous avez des choses qui peuvent être relativement agréables à regarder et relativement réussies. Au-delà de ces cas un peu particuliers, parce que ça c'est une situation qu'on ne rencontre pas non plus tous les matins, si l'on veut que la colle elle-même soit esthétique, parce qu'on va voir un peu de cette colle par translucidité, mais aussi directement au niveau de la marge, si on veut que cette colle soit esthétique, laquelle choisir? Ça, c'est un petit peu le cirque, si vous me permettez l'expression, parce qu'il y a de multiples différents ciments aujourd'hui. Comment s'y retrouver? Vous en avez 50, lequel choisir? Première chose, pour toutes les techniques, à mon avis, toutes céramiques collées, qu'elles soient postérieures ou antérieures, mais a fortiori encore plus pour les techniques antérieures, la littérature est claire. Les ciments conventionnels, même ceux qui collent, les verres ionomères, les verres ionomères modifiés, les choses comme ça, ne peuvent pas être utilisés, même s'ils sont si agréables à utiliser, si faciles à utiliser, ils ne peuvent pas être utilisés parce que, esthétiquement parlant, ils ne sont pas assez performants et parce qu'ils ne sont pas assez adhésifs. Donc la force d'adhésion et l'esthétique ne sont pas suffisants. Nous devons utiliser des ciments à base de résine, donc des composites. Vous allez me dire, c'est déjà un point du problème qui est résolu, mais des ciments à base de résine, il y en a encore 400, donc lequel je choisis? Vous avez différents types de résine et les fabricants ont essayé de nous aider. Depuis plusieurs années, ils ont dit « Écoutez, vous aimez utiliser les ciments conventionnels qui sont si faciles, mais vous voulez du bonding, vous voulez de l'adhésion, alors vous voulez de la résine. Eh bien nous, on va vous faire tout en un et on va vous faire un ciment dit auto-adhésif, une colle auto-adhésive. Ça se manipule comme un ciment et vous avez le résultat de la résine. Alors ces colles auto-adhésives, elles sont extrêmement tentantes, mais ce sont des colles qui ont un composant hydrophobe, comme toutes les résines, et puis un composant hydrophile pour les rendre un peu plus sympas à l'utilisation. Malheureusement, ce composant hydrophile est sans doute peut-être moins stable dans le temps et on peut avoir un petit peu plus de problèmes et les valeurs d'adhésion sont inférieures. Donc, j'aimerais pouvoir vous dire, utilisez ces résines, elles sont si faciles. Je ne suis pas certain que ce soit un bon conseil et je pense que nous devrions nous concentrer véritablement sur le composite classique, hydrophobe, dans sa formule princeps et non pas dans ses formules dérivées. Si vous regardez simplement cette étude, et je ne veux pas vous embêter avec trop d'études, mais elle compare différents systèmes. Vous avez les systèmes auto-adhésifs, vous avez les systèmes auto-mordançants, les systèmes qui vont être rincés. Et mon propos n'est pas de vous dire, alors il ne faut surtout pas utiliser Maxem, mais vous allez utiliser le GSEM parce que ça c'est vraiment excellent dans la catégorie Self-Adhesive Cement, mais c'est de voir que tous ces ciments, il y a déjà des variations très importantes entre les marques et vous verrez des variations aussi entre les études, donc comment s'y retrouver? Vous croyez tel fabricant ou tel fabricant? Vous croyez telle étude ou telle étude? C'est assez difficile pour nous qui sommes des cliniciens du quotidien. Voyez juste une chose, c'est que si vous comparez ce groupe des colles composites au groupe de contrôle dans cette étude qui est juste le composite direct que vous utilisez tous les jours pour la stratification directe, vous avez toujours des valeurs qui sont au moins 50% supérieures avec le composite classique. Donc une idée qui doit nous venir en tête, c'est pourquoi est-ce que j'utiliserais un ciment, une colle très spéciale pour coller les facettes ou les inlays ou les onlays ou tout ce que vous voulez, autre que le composite que j'utilise tous les jours. Est-ce que c'est si débile de penser quelque chose comme ça? On doit garder ça dans la tête. Je n'ai pas d'expérience personnelle sur coller des facettes en céramique avec des ciments auto-adhésifs. J'ai eu quelques expériences qui sont pour moi malheureuses, malheureusement, sur les dents postérieures. Vous voyez ici 2 inlays après 3 ans, un joint qui est coloré déjà en orange. C'est malheureusement l'hydrolyse que l'on retrouve souvent à cause de la composante hydrophile de ces ciments.
sur une dent antérieure, vous imaginez qu'ici, peut-être le patient ne voit pas. Si c'est une facette, ça va peut-être poser d'autres problèmes et puis ça signifie peut-être aussi des infiltrations, des caries qui peuvent revenir. Donc je ne peux pas, malheureusement, alors que j'adorerais, vous conseiller d'utiliser ce type de colle. Contentons-nous des colles hydrophobes composites absolument classiques. La question qui vient ensuite dans la partie esthétique, oui, d'accord, mais quelle couleur ? Parce que j'ai 35 couleurs à disposition, donc est-ce que dans un cas, je choisis celle-là ou j'ai mis une pâte en dessous qui me permet de savoir que c'est ça qui va être mieux? Moi, je n'aime pas trop, si vous voulez, ces tests qui restent pour moi relativement aléatoires. Et vous avez la réponse une fois que c'est polymérisé. Et ça ne m'intéresse pas, si vous voulez, d'avoir la réponse à la fin et de dire « Ah, c'était pas bon, j'aurais dû en choisir une autre ». Alors, à mon avis, une attitude assez simple, c'est de dire pas de colle transparente, parce que les colles transparentes, elles vous donneront un aspect de liseré grisé parfois au sommet de vos facettes, mais des couleurs qui sont plutôt dentines, donc pas forcément la dentine opaque de chez Opaque, mais la dentine classique, si vous voulez. Dans les composites, choisissez une couleur jaune, plus ou moins pâle, la même que celle de la dent sur laquelle vous collez. Donc si vous avez l'impression que le substrat il est A1, vous prenez une colle A1 dentine et l'affaire est faite. La dernière question, elle concerne le mode de polymérisation. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'a à voir le mode de polymérisation dans l'esthétique? On a deux modes de polymérisation. Il y a les modes qui sont dits dual, auto, chémo et photo, et puis il y a le mode purement photo. La littérature nous a dit, à cause de certains composants chimiques qui sont à l'intérieur des colles duales, on a parlé des amines, des liaisons amines qui sont à l'intérieur, peu importe, je n'y connais rien en chimie, à cause de certains composants, eh bien, vous pourriez avoir une dégradation de ces colles et, pratiquement parlant, une décoloration de la colle. Donc, si vous avez utilisé une colle duale, eh bien, vous aurez une décoloration. Donc, attention. Puis, il y a d'autres études qui vous disent « Ah non, alors ça n'a pas du tout d'influence ». Et alors, il y en a une que j'adore qui vous dit tout à fait récemment « Écoutez, il n'y a pas vraiment de différence. Dual ou photopolymérisation, c'est à peu près la même chose. Dans les deux cas, ça va se dégrader un tout petit peu. Ce n'est pas perceptible, sauf pour celui qui a un œil véritablement très inquisiteur. Alors là, on peut voir des différences. Alors pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, prenez photo. Alors moi, je fais clairement partie du groupe de ceux qui ne veulent pas prendre de risques. Donc je vous conseillerais de prendre photopolymérisable. Ceci est un de mes seuls cas réalisés avec la colle duale, parce que tout simplement ce jour-là, je n'avais plus que la lampe à polymériser pourrie qui n'a quasiment pas de puissance pour polymériser la colle parce que l'autre était en panne. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie du cabinet. Alors j'ai utilisé une colle duale. Et après 5 ans seulement, ce qui est très peu, eh bien, vous voyez très clairement le liseré orange foncé brunâtre. Bon, le patient a d'autres colorations parce que, heureusement pour nous, il fume 14 paquets de cigarettes par jour et boit 2 litres de vin rouge. Donc, c'est bien, ça nous aide un tout petit peu dans ce cas-là, mais je ne suis pas certain que d'autres patients n'auraient pas remarqué ce type de coloration. Donc, je ne peux pas vous recommander d'utiliser des colles duales. Préférez les colles photopolymérisables, d'autant plus que, si on s'intéresse au point suivant, avec une colle photopolymérisable, vous avez tout le temps devant vous pour manipuler les facettes, éliminer les excès tout à fait tranquillement, alors qu'avec une colle duale, c'est parti. Donc là, il y a un temps limite pour agir et avec ce genre de procédure, moi, je n'aime pas avoir ce stress supplémentaire. Alors si l'on vient à la sympathie de travail du matériau, on va dire, la facilité avec laquelle on peut le manipuler, généralement, on s'intéresse à la viscosité du matériau. Bon, on a tous en tête que quelque chose qui est fait pour sceller, pour cimenter, pour coller, eh bien, ma foi, ça doit se répandre, ça doit s'échapper du joint, donc ça doit être plus ou moins fluide. Donc la première idée qui vient dans la tête, c'est de toute façon, tout ce qui sert à coller, c'est fluide, les restaurations indirectes. Parce qu'avec quelque chose de fluide, il ne va y avoir aucune résistance du ciment. Vous allez positionner votre facette, et Dieu sait que ça, c'est un sujet de stress. Est-ce qu'elle est bien positionnée ou pas? Avec quelque chose de fluide, ah, mon Dieu, vous n'avez pas l'impression que le ciment vous empêche de bien positionner. C'est cool. Et la deuxième chose, c'est que quand on utilise des facettes et quand on réalise des facettes qui sont extrêmement fines, et vous savez bien que c'est la tendance actuelle. Aujourd'hui, on vous dit « ça ne sert plus à rien de préparer les dents, vous pouvez faire des facettes qui sont des lentilles de contact, on vient les poser sur les dents. » Quand vous avez une lentille de contact dans la main et qu'il faut l'appliquer sur la dent, si on a une colle extrêmement visqueuse, et l'idée naturelle, c'est « ça va casser, j'ai besoin d'un produit fluide ». OK, alors voyons ce que ça donne sur un cas clinique, puisque c'est notre première idée. C'est un cas avec des facettes en céramique feldspathik, très fines, réalisées sur des dents inférieures qui ont été relativement peu préparées.
Et puis, dans ce cas, j'avais un petit peu peur d'utiliser un composite visqueux, alors j'ai choisi un composite fluide. Et après une semaine, j'ai la délicieuse surprise de constater que sur les dents 41, 42, mais aussi sur 31, vous ne le voyez pas, mais croyez-moi sur parole, moi je l'ai vu, ça ne se voit pas sur cette photo, vous avez déjà des craques et des fissures. Après une semaine, superbe succès. Pourquoi? C'est la question. Alors peut-être ce que finalement les opérateurs, moi-même, ou le céramiste, avons quelque part mal manipulé ces facettes dans leur fabrication, dans leur manipulation. Peut-être que l'assistante a jonglé avec les facettes avant et créé des micro-fissures, on ne sait pas. C'est possible. On essaie souvent de faire attention et sur le nombre qui sont réalisés, ça n'arrive pas tous les matins. Alors on s'est dit peut-être qu'on n'a pas fait de bêtises et on essaie de comprendre un peu au-delà. Les dents sont peu préparées. Le technicien doit malgré tout faire quelque chose qui va en place, donc il doit gérer des contre-dépouilles, donc il va augmenter un tout petit peu le spacer, donc vous avez des épaisseurs qui sont relativement importantes pour le ciment entre la facette et la dent, donc une grosse épaisseur. Plus un produit qui est flow, donc un produit qui a tendance à plus se contracter. Vous savez que tous les composites flow, parce qu'ils contiennent généralement plus de résine, se contractent plus que les composites qui sont visqueux. Eh bien, si vous mettez tout ça ensemble, le stress de polymérisation, lié au volume, qui est ici relativement important, sans doute, peut tout à fait, sur une facette qui au naturel est assez fragile, la céramique feldspathik, induire ce genre de micro-fissures. C'est ma conviction, mais je n'ai pas de preuve. Mais c'est en tout cas quelque chose d'assez qui interroge un tout petit peu. Parce que si on regarde la littérature, on a tendance un peu trop vite à se dire le facteur de configuration, c'est-à-dire le design de ma cavité, ça compte en postérieur parce que c'est des designs compliqués et le C-factor, il est très très défavorable, donc ça va faire beaucoup de tension. En antérieur, on s'en fout, c'est un truc plat, ça va bien. Ça va bien tant que l'épaisseur du ciment, elle est extrêmement fine. À partir du moment où vous avez des épaisseurs qui sont grandes, au-delà de 30 ou 50 microns, et ne rêvez pas, 30 ou 50 microns, c'est possible avec le phosphate et les couronnes en or. C'est impossible avec les colles composites. On est plutôt à 200 microns, 300 microns d'épaisseur généralement. Avec de telles épaisseurs, vous avez une tension de polymérisation qui est réelle et vous pouvez avoir ce type de craque. Et si on regarde cette étude très intéressante et assez ancienne déjà de Pascal Magne, ça fait longtemps qu'il nous avait mis en garde là-dessus en disant « Écoutez, moi je compare le rapport entre l'épaisseur de la facette et l'épaisseur du ciment. Et je regarde si ça crée des tensions. » Et on se rend assez clairement compte en lisant cette étude que quand vous avez des rapports qui sont voisins de 2 pour 1, 3 pour 1, la céramique est 2 fois, 3 fois plus épaisse que le ciment, finalement, il n'y a pas de problème et les tensions induites sont négligeables. À partir du moment où vous avez des épaisseurs de ciment qui sont plus importantes et des facettes qui deviennent plus fines, les deux vont souvent ensemble, vous avez des tensions internes qui sont importantes et qui peuvent aboutir à certaines formes de craques et de problèmes. C'est pourquoi je pense qu'avec les composites fluides, il faut toujours avoir cette notion à l'esprit et penser que c'est un problème possible, donc ne pas forcément se sentir tellement en sécurité à cause de la fluidité du composite. Pourtant, il faut bien dire que ça paraît si facile à utiliser qu'on aime tous utiliser ces produits-là. Et si vous les utilisez, j'aurais tendance à vous dire privilégiez les types de composites fluides qui ont les meilleures propriétés mécaniques et le moins de rétraction possible. Et quand j'utilise ce type de produit, j'aime par exemple utiliser le Génial Universal Flow distribué par GC. Voici un cas par exemple postérieur. Oui, c'est postérieur et antérieur. Il s'agit de facettes palatines, qu'elles soient palatines ou vestibulaires. C'est exactement pareil. Et vous voyez qu'ici, pour aller positionner la facette, vous allez appuyer une fois dessus. C'est bon. Elle est en position, il n'y a pas à se poser la question, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas. Et puis là commencent à mon avis les problèmes ou les difficultés. Vous essayez d'éliminer les excès avec un pinceau, une petite brosse, du poil de martre ou de je ne sais quoi. Ça ne va pas forcément être si simple. Vous pensez que c'est bon et après vous voulez éliminer encore un peu plus et il reste encore un peu de ciment et il en reste toujours un peu et vous l'étalez à droite et vous l'étalez à gauche. Et ça c'est quelque chose qui peut être relativement délicat à manipuler. Donc à partir de ce moment-là, il faut savoir qu'en utilisant les ciments fluides, vous allez avoir peut-être plus d'excès, vous allez peut-être avoir plus de difficultés et plus de travail pour le polissage final de la marge, ce qui est aussi quelque chose d'assez compliqué et qui demande énormément de temps. Donc, pourquoi pas les composites flow? Certains fonctionnent mieux que d'autres, un exemple ici, et en tout cas, faites attention aux excès. Si vous comparez ça à un cas similaire, facette palatine, mais en utilisant un composite visqueux. C'est ici un composite de restauration tout à fait classique qui a été chauffé
et on place la facette. Le problème, c'est qu'il est visqueux. Donc pour mettre la facette en place, ce n'est pas si facile et il va falloir pousser beaucoup. Peut-être même pousser avec des inserts ultrasonores pour que la facette aille véritablement à fond et soit véritablement en bonne position. Ça, c'est la partie compliquée. Cette technique n'a pas que des avantages non plus, évidemment. Mais regardez, une fois qu'elle est en place, elle est particulièrement stable dans sa position, c'est la première chose. Et puis ensuite, éliminer et venir à bout des excès est un jeu d'enfant. Un petit coup de sonde et vous avez déjà quelque chose qui est excessivement correct. Donc c'est tout de même là aussi quelque chose d'intéressant à considérer et c'est pour ma part la technique que je préfère. Surtout si l'on s'intéresse au dernier point. Si l'on veut que ça dure longtemps, eh bien, on a intérêt, et ça, vous n'avez pas besoin d'études pour ça, c'est quelque chose qu'intuitivement on ressent, d'avoir le composite le meilleur, entre guillemets. Et le meilleur composite, c'est le composite qui a les meilleures propriétés, en particulier les meilleures propriétés mécaniques. Alors, il y a très peu d'études sur ce sujet. Il y en a une qui est assez indigeste ici, mais dont je vous fais part des conclusions, qui vous met en parallèle la résistance de disques en céramique. Donc, c'est une étude in vitro. Ces disques sont collés avec différents types de colle, des colles qui ont des modules d'élasticité, donc une rigidité, des qualités mécaniques différentes. Vous voyez sur la droite, faible module d'élasticité, sur la plus vous montez à gauche, fort module d'élasticité. Et ça vous dit, en fonction du ciment qui se trouve en dessous, de ses qualités mécaniques, quels sont les disques qui résistent le mieux. C'est donc un test de résistance. Et vous voyez que dès l'instant que les épaisseurs de colle sont très fines, c'est le trait noir, il n'y a quasiment pas de différence entre les colles, les qualités mécaniques ne jouent pas. Mais quand on est dans le range d'épaisseur de 200, 300, 400 microns, ce sont les courbes qui sont bleues, qui sont rouges. C'est ce qui nous intéresse parce que ce sont les épaisseurs que l'on a à chaque fois au moment de la réalisation des facettes. Eh bien, vous voyez que là, il y a une énorme différence dans la résistance de la céramique dépendant des qualités mécaniques du ciment. Donc, ce sont deux notions qui fonctionnent véritablement ensemble. La force d'adhésion, la qualité et le peu de dégradation du ciment à long terme, mais aussi la résistance de la pièce qui est collée sont quelque part liées à la qualité du produit que vous avez utilisé et en particulier aux propriétés mécaniques. Donc, gardons ça aussi dans un coin de la tête au moment du choix. Et finalement, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que le composite idéal ou le type de composite idéal, je ne vous parle pas d'ici d'une marque, pour coller les facettes n'est pas le composite que j'ai déjà dans mon tiroir pour faire les restaurations directes. Si, dans la plupart des cas, c'est ma conviction. Et par exemple, vous verrez comment on peut utiliser certains composites de restauration, dont le génial antérieur de GC que j'apprécie beaucoup. Alors justement, comment ça se passe tous les jours en clinique? Tout ce que vous allez voir ensuite, un peu comme tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici, n'est pas de moi, ça n'est pas ma technique. C'est une technique qui est prise sur nos maîtres et nos mentors. Ici, Pascal Magne a décrit le protocole de collage des facettes qui est repris in extenso dans la suite de cette présentation. Ça n'est absolument pas mon protocole. La première chose, c'est qu'il n'est pas possible, à mon avis, malheureusement, parce que ce n'est pas tout à fait facile d'aller isoler correctement toutes les dents lorsque l'on veut coller des facettes, mais il n'est pas possible d'espérer manipuler des produits hydrophobes dans un contexte mouillé. Si vous avez une assiette cassée et que vous voulez la recoller, vous vous déplacez rarement sous la pluie battante pour aller essayer d'aller recoller les morceaux. Et dans la bouche, quand on travaille sans digue, c'est un petit peu comme si vous aviez la pluie battante. Donc pensez à cette comparaison grossière, je vous l'accorde, mais qui a quand même un tout petit peu de sens. Il faut isoler. Alors, ça n'est pas un cours sur les secrets de l'isolation, mais je vous livre quelques trucs et astuces donnés par notre ami Stéphane Brouet, membre du groupe aussi. Ces recettes sont relativement simples sur le papier, un tout petit peu plus demandeuses d'énergie pour mettre en application, mais on n'a rien sans rien. Préférez les digues qui sont épaisses. Faites des trous qui sont petits et qui sont espacés de façon à avoir beaucoup de latex pour envelopper les papilles et pour isoler les papilles. Vous allez voir ça dans un instant. Il faut prendre précaution et soin à inverser la digue, c'est-à-dire à mettre les lèvres de la digue vers le fond du sulcus pour que l'isolation se fasse d'une manière étanche. Aider cette inversion avec des ligatures par exemple, avec des fils de rétraction, avec des bandes de téflon, avec des clans aux morts acérés, avec tout ce que vous voulez et que vous trouvez dans votre tiroir pour améliorer un tout petit peu la qualité de l'isolation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul, juste comme ça. Voilà typiquement ce que l'on a
lorsque l'on isole pour des facettes. Vous avez des techniques d'isolation unitaires. Pour ma part, je préfère celles qui isolent assez largement, presque toute la bouche. Vous aurez des crampons d'ancrage tout à fait au fond de la bouche, sur les 6 par exemple ici, alors que l'on va cimenter les 4 incisives. Et puis des crampons secondaires qui vont nous aider à positionner la digue au-delà de la limite. Alors les crampons secondaires, ils existent dans le commerce ou ils n'existent pas. Et ici, en l'occurrence, eh bien, j'ai utilisé des crampons papillons, les 212 de chez Youfredi pour ne pas les citer, qui sont coupés. On coupe une aile d'un côté, on coupe une aile de l'autre côté et vous avez 2 crampons qui peuvent vous servir à coller 2 facettes en même temps si vous voulez. Donc il faut savoir faire un petit peu de bricolage aussi, mais ça en général ça pose aucun problème aux dentistes qui sont tous de grands bricoleurs et bricoleuses. Alors voilà ce qui se passe pratiquement sur une vidéo. Ici on a réussi à isoler déjà les incisives latérales avec une simple ligature. Par chance, le décalage entre le niveau de la limite proximale et vestibulaire n'est pas très grand sur les latérales et une simple ligature vous permet d'aller isoler toute la marge. Ça n'est pas possible sur les centrales parce que là, le niveau vestibulaire de la marge, il est excessivement haut et vous avez souvent ce décalage. Donc la digue, elle coupe au court, elle n'y va pas toute seule. Vous devez pousser la digue au-delà pour voir cette marge. Le crampon vous aide à pousser la digue au-delà. Donc ici, j'applique ce crampon coupé. Et puis j'essaye avec les doigts, avec une petite spatule, avec des tas de différents artifices et efforts, de venir placer les morts du crampon au-delà de la marge sur la racine. Et là, on se dit, c'est bon, j'ai gagné. En fait, non, on n'a pas tout à fait gagné parce que ce qui se passe à ce stade, c'est que les lèvres de la digue en caoutchouc ne sont pas encore en contact avec la dent. À partir du moment où vous n'avez pas un contact, vous n'avez pas d'étanchéité. Pour forcer ce contact, pour forcer cette digue à pénétrer à l'intérieur du sulcus, alors on peut utiliser par exemple une ligature. Et vous voyez qu'ici, au moment où vous allez serrer la ligature, eh bien la ligature va descendre dans le sulcus et en descendant dans le sulcus, elle emporte la digue avec elle, elle inverse la digue à l'intérieur du sulcus et elle vous donne ce contact direct entre la digue et la racine. Et c'est une façon d'améliorer l'étanchéité. Alors c'est un petit peu de travail, ça ne se fait pas en 1 minute 30, mais c'est malheureusement la seule façon d'être totalement au sec quand on applique ces collages de facettes. Le deuxième point que l'on doit voir, c'est comment conditionner, une fois que tout est préparé, comment conditionner l'intrado de la facette. Alors l'intrado de la facette, on ne parle ici que de facettes et de céramique qui soient collables. La céramique que l'on peut coller facilement, c'est la céramique à base de verre. Les céramiques denses, alumineuses, la zircone, etc., le collage est beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus faible. Donc, je n'utilise personnellement que des facettes à base de verre, disilicate de lithium par exemple, céramique feldspathik par exemple, pour avoir une qualité de collage optimale. Si vous voulez rendre rugueuse la surface et que vous utilisez une sableuse, c'est un tout petit peu dangereux parce que ça ferait l'effet d'une pluie de grêlons sur le pare-brise de votre voiture. C'est quelque chose qui peut induire des fissures ou des problèmes futurs mécaniques dans la céramique. Donc, pas de sablage à la surface de la céramique vitreuse, mais en revanche, rendre la surface rugueuse avec de l'acide, c'est une bonne idée. On utilise des acides spécifiques, ce n'est pas l'acide bleu orthophosphorique classique, c'est le rouge ou le jaune qui sont des acides dits fluorhydriques. Donc un acide spécifique pour la céramique, pour la phase vitreuse de la céramique, dont la concentration peut varier entre 5 et 9 %. Le temps d'application varie. De toute façon, pour le temps d'application, vous ne posez pas de problème. Vous vous référez à ce que le fabricant a dit, et s'il dit pour mon produit, il faut 20 secondes, vous faites 20 secondes, point, pas 21, pas 19, 20 secondes, et c'est terminé. Le problème, c'est qu'au moment où vous aurez etché cette surface, eh bien, vous allez avoir ce type d'aspect à gauche. C'est-à-dire que la surface, elle est rendue rugueuse, mais vous avez tout un tas de débris d'etching qui sont restés à la surface. Et vous n'avez pas la rugosité souhaitée, la rugosité optimum. Il faut nettoyer la surface de cette céramique. Et pour la nettoyer, vous pouvez essayer de frotter avec de l'alcool ou des choses comme ça ne marche pas très bien. La meilleure chose, c'est de plonger vos facettes dans un bain d'ultrasons avec un petit peu d'alcool pendant une quinzaine de minutes et vous aurez à la fin l'image de droite avec, vous en conviendrez, quelque chose qui est beaucoup plus flatteur et qui vous semble déjà beaucoup plus rétentif. C'est ce que l'on veut avec l'etching. À partir du moment où la surface a été rendue rugueuse, eh bien, on peut encore promouvoir un tout petit peu l'adhésion en utilisant un produit que l'on appelle un silane. Alors, le silane agit sur tout ce qui contient de la silice, ça tombe bien, il y en a dans la céramique vitreuse, et vous allez appliquer plusieurs couches
de silice et laisser la réaction de silane, pardon, et vous allez laisser la réaction se produire pendant 1 minute, 2 minutes. Bref, vous avez un petit peu de temps pour ça. Ce qui est important de savoir avec le silane, dont la chimie n'est pas si simple, c'est que dans la réaction chimique, vous avez de l'eau qui est produite. C'est un tout petit peu embêtant quand vous avez de l'eau et des solvants qui vont rester à la surface de votre céramique après la réaction de silanisation, parce que si vous avez de l'eau et que vous avez une colle hydrophobe de l'autre côté, c'est un peu comme l'eau et l'huile, ça ne va pas bien se mélanger, donc vous devez éliminer cette eau. Donc il faut souffler activement pour éliminer les solvants et l'eau et chauffer la facette. La facette, vous pouvez la mettre dans le four. Donc si vous avez un four à pizza dans votre cabinet, ça peut toujours être utile pour les pizzas et pour les facettes, vous pouvez laisser les facettes chauffer dedans à 80 degrés, 100 degrés pendant plusieurs minutes pour évacuer toute l'eau. Vous pouvez aussi utiliser votre lampe à photopolymériser. Ces lampes dégagent en général, les lampes LED en particulier, une chaleur extraordinaire à la surface. Moi, j'aime bien utiliser la lampe Valo de chez Ultradan. Essayez donc de mettre la lampe Valo pendant plus de 3 secondes à 3000 mW par cm² sur la pulpe de votre index et vous allez perdre votre index pour toujours. Ça dégage une chaleur extraordinaire et ça peut vous permettre de ne pas avoir à utiliser un four. Dernière chose, et on se souvient de l'étude de Lucas dans la préparation de ces facettes, couvrir avec une fine couche de bonde non chargée pour remplir ces anfractuosités, améliorer l'adhésion et améliorer aussi la résistance. Attention, protéger ces facettes de la lumière ambiante, donc placez-les sous un couvercle orange et surtout ne polymérisez pas, sinon ça fait une couche supplémentaire et s'il y a une couche, on ne met plus la facette sur son support en bonne position. Qu'est-ce qu'on fait sur la dent? Vous allez voir que sur la dent, avec ce protocole, c'est assez simple parce que c'est quasiment pareil. Quel substrat avons-nous à traiter? Vous avez toujours de l'émail, il reste toujours un petit peu d'émail à la surface et vous avez du composite et vous n'avez rien d'autre. Est-ce qu'on a de la dentine? Eh bien non, on n'a pas de dentine puisqu'on a fait l'IDS. Et si on n'a pas l'IDS, on est dans les problèmes, donc on a fait l'IDS. Il faut obligatoirement avoir préparé et éliminé toute dentine pour être en sécurité au moment du scellement. Et vous avez à traiter donc l'émail et du composite qui est déjà polymérisé. Parce que ce soit la couche de bonde que vous avez fait il y a 15 jours ou que ce soit une restauration en composite qui existe déjà, vous n'avez absolument aucune chance ou presque d'obtenir des liaisons covalentes entre le composite qui est sur la dent et le composite qui se trouve dans les matériaux de collage, entre la colle de collage. Donc pour ça, vous devez retraiter cette surface. Comment traiter? Un bon moyen de le faire est d'avoir une sableuse, encore une petite chose à acheter. Le sablage va vous permettre de nettoyer la surface. J'aime les particules qui sont de faible diamètre, 27-30 microns. Et vous pouvez même aller au-delà en faisant ce qu'on appelle le silica coating de votre surface. Le silica coating, c'est couvrir d'une couche de silice la surface tout en la sablant. Vous la rendez rugueuse et vous mettez de la silice. Comment ça marche? Vous prenez par exemple le Coat-Jet de chez 3M avec la poudre spéciale silica coating de chez 3M et vous allez, comme nous l'a très bien indiqué et mesuré Marco dans des publications récentes, eh bien vous allez projeter ces particules d'alumine couvertes de silice, ce sable spécial, à la surface de votre préparation. La particule d'alumine va partir et il va rester à la surface cette petite particule de silice. Voilà ce que ça donne sur les images formidables de Marco de microscopie électronique. Vous avez ces pierres d'alumine qui sont donc les grains d'une trentaine de microns que vous allez projeter. Et si vous zoomez sur un de ces grains, vous avez toutes ces petites boules à la surface. Ces petites boules, c'est la silice. Et c'est ces petites boules de silice, ce sont ces petites boules de silice qui vont rester à la surface de composite. Vous les voyez ici sur un composite qui est rendu rugueux. C'est la surface du composite après silica coating. Et c'est cette silice qui est à la surface qui va améliorer encore, au-delà de la rugosité, la force de votre adhésion. Très intéressant sur les composites existants pour améliorer l'adhésion. Après, quoi qu'il en soit, on a toujours besoin de traiter avec de l'acide cette surface. Parce que de toute façon, il n'y a pas de meilleur traitement pour l'émail que le traitement avec l'etching. Vous prenez acide orthophosphorique classique, 35%, 32%, le bleu, le violet, ce que vous voulez, ce que vous aimez, peu importe le fabricant que vous préférez. Et vous obtiendrez des images telles que celle qui m'a été prêtée par Éric Mortier ici, absolument superbe, de la surface avec une augmentation de cette surface de collage incroyable produite par l'acide orthophosphorique et qui donne cette force de collage si grande. Et puis après intervient ce point. Ça, c'est un point parfois qui est un peu optionnel. Les gens disent à quoi ça sert. Silaner la surface de la dent.
Bon, si l'année la dentine, de toute façon il n'y a pas de dentine, mais c'est une mauvaise idée. Si l'année l'émail, ça ne sert à rien, ni bien ni mauvais. En revanche, si l'année le composite existant, si l'année la silice que vous avez déposée à la surface avec le silica coating, ça va vous donner encore plus de valeur d'adhésion. Donc si vous avez fait l'IDS, si vous avez fait a fortiori le silica coating, appliquez une ou plusieurs couches de silane, même protocole, vous laissez barboter 1 minute, vous activez avec la lumière de votre lampe à polymériser et l'affaire est faite, vous avez encore amélioré un tout petit peu l'adhésion et vous pouvez utiliser différents types de silane. Pour ça, il y a différents fabricants qui vous fournissent des silanes en une bouteille tout à fait agréable à utiliser. Après, comme sur la facette en céramique, allons donc profiter de ces micro-rugosités qui sont à l'intérieur en allant faire pénétrer un peu de bonding non chargé, hydrophobe, flacon numéro 2 de votre système adhésif. Et là aussi, surtout pas de polymérisation parce que ça créerait une couche supplémentaire. Donc vous voyez de grandes similitudes avec un protocole qui paraît compliqué mais qui en réalité est finalement très simple et bête comme chou, y compris pour votre assistante qui aimera avoir quelque chose de simple et de reproductible à faire. Au niveau du traitement des surfaces de céramique et dentaire. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est la colle. Alors pour la colle, eh bien sans surprise, parce que je voulais quand même, j'ai essayé de vous le vendre depuis le début, sans surprise, vous avez ici qui arrivent les composites de restauration, donc le composite classique, la marque que vous aimez. Je vous donnerai mes préférences. Mais il faut la rendre moins visqueuse. Le composite classique, c'est trop visqueux, on ne peut pas insérer les facettes. Alors il faut chauffer. Pour ça, vous pouvez utiliser par exemple des compule heaters qui vont chauffer vos petites compules. Préférez les formules en compule parce que les formules en seringue, elles sont embêtantes. Vous pouvez chauffer les seringues aussi, mais si vous chauffez 50 fois la seringue, ça peut quand même déranger un tout petit peu la matrice de résine à l'intérieur. Donc prenez plutôt les formules en compule et vous chauffez ça à 60-65 degrés pendant 15 minutes et ensuite vous appliquez ça sur la dent. Je vous propose, pour finir, je dirais de regarder ensemble un cas de A à Z. C'est le cas d'une patiente qui aimerait améliorer son sourire. Elle a eu déjà des tentatives de composite direct sur les incisives centrales il y a plusieurs années et elle veut quelque chose de mieux. L'idée chez elle, c'est de faire 4 facettes en céramique sur les 4 incisives maxillaires. Alors bon, rien de très spécial et ce n'est pas là-dessus qu'on va s'attarder véritablement. Vous avez une planification qui est faite, on essaie de s'interroger sur les volumes et si on ne doit retenir qu'une chose de l'enseignement de Pascal Magne ou de Galip Gurel, c'est d'essayer de travailler en addition. Ajouter un peu de matériaux, parce qu'ici il y a de la matière perdue, c'est bien clair, nous permet avec le wax-up de moins tailler et de contrôler les préparations ensuite avec les clés. Donc on aura de l'épaisseur et on aura aussi un substrat qui sera peu imbibé, quelque chose de moins invasif, un organe dentaire plus intact, mais aussi plus d'émail présente. Donc finalement, tous les avantages. Point très important, et j'y reviens même si on l'a déjà vu, il faut enregistrer la couleur du substrat. Une fois que la dent est taillée, pas au départ, une fois que la dent est taillée, c'est là-dessus que le céramiste va devoir faire sa facette en céramique. Donc, il doit savoir quelle est exactement la couleur du substrat. Et vous pouvez non seulement prendre une photo, mais utilement prendre une photo avec un filtre spécifique. Ici, par exemple, le filtre dit polarisant Polarize qui a été distribué et développé par Panagiotis Bazos au sein du groupe Bioemulation, qui est un filtre qui vient s'appliquer, c'est aimanté, si vous voulez, en 1 seconde, vous le placez devant les flashs et devant votre objectif et ça va vous donner une suppression complète de toute la lumière réfléchie. Donc, vous pénétrez grâce à ce filtre directement à l'intérieur de la dent et vous visualisez sans doute encore mieux la couleur et c'est une arme que les céramistes apprécient tout particulièrement. Après, on y va, on accélère, on fait les empreintes comme d'habitude, les provisoires avec des techniques d'isomoulage et la clé que vous utilisez habituellement, rien de spécial. Arrive le moment où, voilà, on va coller. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour coller? Il faut essayer les facettes, déjà. Alors, vous ne pouvez pas essayer les facettes avec la digue, il faut bien essayer les facettes d'abord. On n'a aucune chance d'avoir le rendu esthétique de la facette si l'on n'interpose pas en dessous quelque chose. L'eau, ça ne suffit pas vraiment. Préférez le gel de glycérine, par exemple, et vous appliquez un petit peu de glycérine, vous mettez vos facettes en place, et là, vous allez pouvoir vous dire, OK, c'est ce qu'on avait décidé avec les formes, la couleur, on a l'air d'être dans le tir, avec un produit qui est relativement neutre en termes de couleur. Vous sautez directement sur la digue et vous isolez. Si vous aimez cette technique, et c'est celle que je préfère personnellement, largement, presque toute la bouche, avec des crampons d'ancrage en postérieur et des techniques secondaires en antérieur.
ici des ligatures, puis une fois que vos ligatures sont faites sur les centrales, encore une fois qui sont souvent plus festonnées, des clans, et vous commencez à conditionner la surface. Vous protégez les dents adjacentes avec des bandelettes métalliques, vous sablez, vous rendez la dent à la fois douce et rugueuse au niveau de sa microgéographie, vous etchez avec l'acide orthophosphorique, je vais assez vite parce qu'il n'y a rien de très spécifique, et un point important en tout cas, rincez abondamment l'acide orthophosphorique pour avoir la surface la plus nette possible. Si c'est mal rincé, on peut avoir des problèmes. Voilà ce que vous allez obtenir après préparation de la surface et application du silane. Bon, pendant ce temps-là, ou à ce moment-là, vous devez préparer, vous avez fait préparer par votre assistante les facettes. Donc ici, ce sont des facettes en céramique feldspathik. C'est une céramique vitreuse et pour la céramique feldspathik, on utilise de l'acide fluorhydrique à 9% selon les recommandations de ce fabricant de céramique feldspathik, c'est la céramique création ici, pendant 90 secondes, pendant 1 minute et demie. Il va falloir ensuite rincer ce produit d'une manière très abondante. Faites attention, l'acide hydrophosphorique c'est toxique, donc il ne faut pas en prendre dans les yeux, il ne faut pas en avaler, sinon c'est un coup sûr. Et à partir du moment où vous aurez nettoyé la surface de tout cet acide, où vous aurez passé la facette dans les ultrasons comme on l'a vu tout à l'heure, moi j'aime bien faire une petite étape qui ne rassure peut-être que moi, qui ne sert peut-être à rien du tout, mais qui consiste, quand vous avez des surfaces propres en céramique, propres sur la dent, à juste faire un petit check final et vous dire est-ce que ça pose bien? Est-ce que je suis bien à fond partout? Parce que vous avez tellement de chenilles autour de la dent, entre le fil, les crampons, le téflon, etc., que de temps en temps, il y a un petit quelque chose qui interfère avec la facette et qui fait que ça ne va pas aller à fond. Eh bien, si ça ne va pas à fond, il faut le savoir maintenant, parce qu'après, avec le ciment, on ne verra pas et la facette sera de travers. Alors, j'aime cette petite étape, peut-être optionnelle pour certains, mais moi, ça me fait du bien. Ensuite, on silane la surface et là, on retourne assez rapidement, c'est ce que vous connaissez, quelques couches, 1 minute, activation à la chaleur, toujours la même histoire, application d'une petite couche de bonding et là, vous appliquez votre bonding sur la surface de la dent, pas de polymérisation, détournez le sialytique, sinon la lumière va faire polymériser sur votre dent sans que vous vous en rendiez compte, donc vous travaillez un petit peu dans le noir quand même, il faut bien le dire. Une petite couche sur la facette, vous protégez de la lumière ambiante et vous amenez votre composite. Donc ici, c'est un composite de restauration, c'est le génial antérieur de chez GC qui est présenté ici et dans la vidéo que vous allez voir. Il est réchauffé, rendu un peu moins visqueux, mais malgré tout, il est très visqueux. Et il va falloir pousser beaucoup jusqu'à ce qu'on soit à fond. Et on ne sait jamais vraiment quand on est à fond, mais on ne sait pas non plus avec un flot, hein, rassurez-vous. Et le meilleur instrument pour pousser, en tout cas celui que je préfère, c'est l'instrument de Gerdol numéro 1. Donc c'est celui-là, vous avez tous celui-là chez vous. Ça, c'est le mien, il marche bien parce qu'il a une grande surface, parce qu'il est mou et parce que vous appliquez une pression extrêmement uniforme sur la surface de la facette. Et faites attention avec des instruments ponctuels parce que si vous appuyez à un seul endroit de la facette, là, vous avez une chance de la casser, surtout si c'est en céramique feldspathik. Une fois que vous avez poussé, éliminé les excès, vous polymérisez l'affaire. Et après, on coupe les excès. Vous allez voir dans la vidéo, il y a toujours quelque chose qui fuse en excès. Donc, il y a du travail de finition à faire après. Et puis après, même chose, facette après facette, vous traitez les surfaces, vous vérifiez que ça va bien et vous appliquez tout ça. Et vous allez le voir tout de suite sur cette petite vidéo pour la latérale. Donc ici, on utilise le composite génial antérieur teinte A2 dentine. C'est la même, vous voyez, c'est la même que le support. Donc il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de choses compliquées. Vous regardez, vous prenez la même chose. Vous l'appliquez sur votre dent. Il va rester, j'aime ce composite entre autres parce qu'il y a un temps de travail assez long et cette inertie de chaleur va rester relativement longtemps. Il rend le composite assez fluide pendant peut-être 1 minute ou 1 minute et demie. Et tous les composites n'ont pas, si vous voulez, cette caractéristique. Je ne sais pas pourquoi il l'a, mais c'est comme ça. Et là, vous commencez à pousser. À ce stade, vous ne savez absolument pas où vous êtes. Est-ce que je suis à fond? Est-ce que c'est bord à bord? Peut-être, peut-être pas, mais vous vous en moquez. Vous allez juste éliminer les excès. C'est photopolymérisable. Ça reste chaud un certain temps, donc vous avez du temps devant vous. 1 minute, 2 minutes, c'est long quand même. Alors, on élimine les excès et on pousse. Et on élimine les fils et on essaie de venir à bout de tout ce qui se trouve sur les côtés. Vous voyez que la viscosité vous aide à ce moment-là parce que éliminer les excès, c'est un jeu d'enfant. Vous éliminez un morceau et ça y est, c'est terminé. Et encore un morceau et encore un morceau. Ici, maintenez la facette quand même lorsque vous éliminez les flosses, mais vous allez voir que c'est
tellement fixé déjà à la surface, contrairement à ce qui se passe avec un flow, où ça a toujours tendance à bouger un peu, c'est tellement stable que là, je prends le risque incroyable de déjà passer un fil dentaire entre la facette et la dent sans tenir la facette. Et sans même, ça c'est peut-être un peu optimiste, je ne vous recommande pas, c'est comme dans les films, ne faites pas ça à la maison. Tenez la facette quand vous passez le fil dentaire, mais c'est pour vous montrer la stabilité extrême offerte par la viscosité du composite. Et quand vous imaginez que voilà, vous êtes à peu près au bout, si vous avez des loupes ou un microscope, vous pouvez à peu près savoir quand vous êtes bord à bord parce que votre technicien il a bien travaillé. Vous appuyez comme des fous encore une fois sur cette facette, vous la maintenez en pression pendant que vous polymérisez par derrière avec la lampe puissante. À ce stade, le composite est polymérisé, pas encore complètement, mais il est déjà très dur. Et j'aime avoir cet excès qui a fusé au-delà de la limite parce que ça vous indique d'une manière évidente qu'il n'y a au moins pas de manque, pas de trou. Et nous, on préfère avoir une petite bosse qu'un petit trou. Alors c'est sûr que quand vous avez une bosse, ça fait du travail. Alors il faut couper, la lame douce par exemple du bistouri, c'est la technique de Gérard Chiche, elle fonctionne extrêmement bien. Il faut faire attention parce qu'on peut aussi couper la digue et la gencive et le nez et la lèvre et des tas de choses. Donc il faut aller avec une certaine précaution. Et quand vous avez fait tout ça, alors vous pouvez polymériser et terminer votre manipulation et terminer encore le polissage avec des points de caoutchouc, avec des choses de ce type, ce qui est tout à fait obligatoire. Alors voilà ce que ça donne à la fin. Une image pas du tout intéressante, ça montre juste que les céramistes sont talentueux, mais ça ne dit rien sur la qualité du travail. Il faut que je vous montre cette image dans 20 ans et on verra bien si j'ai bien travaillé à ce moment-là, mais j'ai espoir qu'avec ce type de composite, ça fonctionne bien. En guise de conclusion, je voudrais revenir sur quelques petits, pas des trucs, mais des petits points clés qui sont liés à cette technique qui utilise des composites visqueux préchauffés. Tout est dans la préparation déjà. Il est important d'avoir des préparations qui sont douces. Si les préparations sont anguleuses, c'est quasiment impossible pour le technicien d'avoir une précision d'ajustage. Le ciment ne va avoir aucune rhéologie et vous ne pourrez pas vous assurer du positionnement. Vous devez pouvoir, avec une surface douce, avec un technicien qui travaille précisément, avoir une adaptation bord à bord d'une extrême précision. Alors c'est important pour la survie de la facette et pour la qualité du collage, mais c'est très important pour vous visuellement parce que vous allez pouvoir voir le moment où vous êtes dans cette situation, alors que sinon vous ne le verrez pas. Et si la prep n'est pas douce, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir ce type d'ajustage. Le ciment doit pouvoir couler. S'il y a des angles ou des choses comme ça ne va pas couler, ça fait des points d'accumulation et avec un produit visqueux, ça ne pardonne pas. Donc quelque chose d'extrêmement arrondi au niveau de toute la préparation. Et vous voyez ici une image juste après la polymérisation et l'élimination avec la lame 12, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, la marge est quasiment impossible à distinguer. Vous avez une petite fissure dans l'émail sur la racine, alors même que ça n'est pas poli encore, vous avez quelque chose déjà de grande qualité et ça, c'est très rassurant pour le futur. Autre petit truc encore et conclusion à propos de la viscosité du composite, préférez les formules en compule. Chauffez les compules pendant au moins 15 minutes, c'est-à-dire que si votre assistante dit « Oups, j'ai oublié de chauffer, on va faire ça rapidement en 1 minute », ça ne suffit pas. Il faut chauffer longtemps le produit, 15 minutes, donc faites ça en début de rendez-vous ou en début de matinée et vous laissez chauffer pour la journée entière. 65 degrés, ça paraît beaucoup, mais de toute façon, ça va refroidir à une telle vitesse que vous n'avez aucun risque de tuer la pulpe avec ce type de composite. C'est aussi une question que l'on se pose souvent. Et puis, essayez d'éliminer le premier millimètre, 2 mm de produits qui vont sortir de la compule. Parce que la partie qui est juste dans le petit tip, juste dans la petite extrémité de la compule, elle n'est pas aussi chaude que celle qui est à l'intérieur de la compule. Donc éliminez la première partie et vous bénéficierez de cet effet puré, un tout petit peu coulant du produit qui est extrêmement agréable à travailler. Faites bien attention à la lumière ambiante. Donc choisissez des composites qui ont un long temps de travail. Moi, j'aime tout particulièrement, vous l'avez compris, le Génial antérieur. Pour ça, c'est une de ses qualités, mais aussi, par exemple, les produits de chez Tokuyama qui ont aussi cette qualité et que j'aime utiliser également. Parce que si vous avez une prise trop prématurée du produit, alors c'est une véritable catastrophe avec les facettes parce qu'elles sont cimentées de travers. Et puis, vous choisissez donc le composite en fonction de ça. Et là encore, il faut faire des essais pour prendre celui que vous préférez. Et puis ensuite, même si les facettes sont fines, même si les composites durcissent rapidement, ont des promoteurs de durcissement à l'intérieur, j'ai tendance à utiliser plusieurs lampes puissantes. Et malheureusement, vous avez une sécurité. Vous allez polymériser très en profondeur dès l'instant que vous faites 1 minute par face avec ce type
avec ce type de lampe puissante, mais en distillant une telle chaleur à la surface, vous allez aussi tuer la pulpe là pour le coup. Donc il faut véritablement prévoir après peut-être 20-30 secondes, alors que tout le produit de surface au niveau de la marge est polymérisé, d'aller refroidir d'une manière intense avec de l'eau et en continu vos dents support de facettes, sinon on peut avoir des problèmes pulpaires, c'est tout à fait évident. Et sur ces quelques petites astuces, eh bien, nous arrivons à la fin de la présentation. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis maintenant complètement disponible pour les questions et les réponses, ou en tout cas pour tout ce que je peux encore apporter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.